Bonjour, je suis ici parce que le 11 novembre 2022, j'ai créé une pile à lire ultime de 12 livres que je devais absolument avoir lu avant la fin de l'année. Si je ne réussissais pas, j'avais pour conséquence de dédier un vlog lecture entier aux 2 premiers tomes d'Acotar, c'est-à-dire Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Vous devinez donc que je n'ai pas réussi. J'ai seulement lu 9 des 12 livres de ma palle, ce qui est honnêtement pas si mal. C'était pas si mal, mais je suis ici pour respecter ma part de l'engagement. Et honnêtement, il y a eu tellement de gens qui m'ont écrit pour souhaiter mon échec et voir ce vlog que là, je suis sincèrement intriguée. Tout le monde m'a dit que j'allais détester le premier livre, mais peut-être aimer le deuxième. Je sais pas, on va voir si vous avez raison. J'essaie de m'y lancer avec l'esprit le plus ouvert possible, même si je suis au courant de certaines choses qui sont reprochées à l'autrice. Ouais. Oui. Honnêtement, là, tout ce que je sais de Acotar, c'est que c'est de la fantaisie avec de la romance et des faits. C'est parti! Ok, j'ai lu les 100 premières pages. Ce que j'en pense pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à penser parce qu'il pensez-vous ma voix? Parce qu'il se passe absolument rien. Et là, je commence à me dire que c'est peut-être une petite tendance pour Miss Sarah J. Maas, parce que moi, ma seule expérience avec l'autrice, c'était le premier tome de Throne of Glass et le livre entier, il s'est rien passé. Mais là, on va espérer... Yeah, c'est encore le début. Je suis à 26% du livre, donc on va espérer qu'il se passe éventuellement quelque chose. Mais là, présentement, tout ce que j'ai vu, ben, c'est la prémisse du livre. Rapidement, on suit une protagoniste qui s'occupe de nourrir sa famille en chassant tous les jours dans les bois, et un jour, elle va tuer un loup qui était en fait un faille dans sa forme de loup, et elle découvre qu'il y a un traité avec les failles qui fait que si un humain tue un faille, ben soit il doit être exécuté, soit il doit être amené dans le monde des failles. Et donc, il y a un gros faille qui débarque chez elle, il est comme « Bon, viens-t'en chez nous, ma petite, moi je suis gentille, je vais pas te tuer, mais tu t'en viens chez nous. » Et en ce moment, j'ai lu 100 pages, je sais pas pourquoi il est gentil. Là, elle est dans leur château, c'est riche, il y a de la bonne nourriture. Je comprends pas pourquoi il est gentil, mais j'ose espérer qu'il y a une raison. En ce moment, il y a 2 personnages masculins qui ont été introduits, Lucien et Tamlin, et je n'ai aucune vibe de romance avec aucun des deux. Donc mon espoir, c'est que l'intérêt amoureux n'est pas encore introduit, et s'il est, je vais être vraiment déçue parce que il y a rien là. Donc pour ce vlog, j'avais demandé sur Instagram si vous préfériez que j'inclue des spoilers ou non. Il y avait une majorité, genre 75% des gens qui avaient dit oui, dis-nous tout. Mais j'ai aussi eu des messages privés de personnes qui avaient pas lu le 2e tome ou pas lu le premier. Et en tout cas, je veux pas ruiner l'expérience de quiconque avec ce vlog. Donc, je vais inclure des spoilers, mais quand ça sera vraiment des spoilers profondément, ben, je vais vous avertir. Mais c'est sûr que je vais probablement parler de la progression de l'histoire, donc si c'est trop pour vous, ben, je comprends. Allez lire les livres ou allez pas les lire, mais revenez ou revenez pas. En tout cas, c'est averti. Donc, puisque j'ai absolument rien d'autre à dire sur le livre présentement... Ah! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ok, comme mentionné, c'est mon 2e livre de Sarah J. Maas, et là, j'avais oublié à quel point la fille, elle aime utiliser dans son texte les M-dashes, je pense que c'est le nom, c'est les tirets, là, très longs. Il y en a. Je suis pas contre l'utilisation de ça dans la vie, mais il y a certaines pages, je suis comme, oh, on peut-tu relaxer un petit peu? Mais sinon, voilà, j'ai pas de gros problèmes avec le livre pour l'instant, à part qu'il se passe rien. Faites quelque chose, là, faites quelque chose. Bye! His lips were smooth. The heat began pounding in my core between my legs. Mais pourquoi? Pourquoi il s'aime? Bon, je viens de me réveiller il y a 10 minutes. Le cerveau, il est pas tout à fait là. Et j'espère, parce que si ce que je viens de lire est vraiment ce que j'ai lu... Ok. Je sais même pas comment. Il va falloir que je donne des spoilers pour cette scène, donc spoiler alert. Donc là, on est rendu au moment dans le livre où il y a comme le rituel de l'année avec toutes les filles. Là, la protagoniste se fait dire « Hey, sors pas dehors aujourd'hui, c'est dangereux. » Fait qu'évidemment, elle sort dehors. Heureusement, c'est pas si pire que ce que ça aurait pu être, mais moi, ça m'énerve tellement, là. T'as un endroit que tu connais pas, avec des gens qui, pour l'instant, pour une raison que je comprends pas, sont super gentils et protecteurs avec elle, et on te dit, sors pas dehors, c'est dangereux, et tu sors dehors et c'est dangereux. Qui l'aurait cru? Si tu meurs, c'est ta faute. Mais là, elle est pas morte, ok? Elle est revenue chez elle. Là, Monsieur Lucien était comme, hey, là, tu restes dans ta chambre, parce que si le gros gars, il te sent,
il va venir directement et il sera pas capable de se contrôler, il va sauter sur toi. J'étais comme, ah, ça serait pas le fun que ça arrive, j'espère que ça arrivera pas. Mais là, la nuit commence, et ben, elle sort de sa chambre à genre 2h du matin pour aller manger du pain. Et oh, monsieur est là. Il est comme, oh, je t'ai senti. Puis là, comme, il saute dessus, mais tu sais, c'est pas une scène... De ce que je comprends avec mon cerveau fatigué, c'est que dès le départ, elle est partante aussi de son côté. C'est une chose que je comprends pas. Je ne comprends pas le développement de la relation de ces deux personnages, la tension, moi, je la vois pas. Fait que c'est ça, j'ai lu comme 2 pages, puis là, ça commençait à avoir de la chaleur dans l'entrejambe, puis là, j'étais comme, ils vont se dénuder. Je viens de me réveiller, je ne peux pas me taper ça first thing in the morning. Ça va pas juste pour ça. Donc, je vais continuer. J'ai très peur de la scène à venir. Si ça doit vraiment être vu comme une scène romantique, je ne serai pas capable. Donc c'est ça, au moins il y a quelque chose qui s'est passé. Je continue. Bonsoir, je suis en pyjama, mes dents sont brossées et je suis prête à râler. Il me reste 100 pages avant de finir le premier tome. J'ai pu avancer un petit peu plus rapidement aujourd'hui parce qu'il s'est enfin produit des choses et des choses qui étaient pas juste des scènes de tension sexuelle. Je suis désolée, mais un homme qui grogne et qui renifle sa proie, sa copine, pour moi, c'est pas sexy. Monsieur Tamlin, vous ne le faites pas pour moi. Après ça, peut-être que vous demandez, mais qu'est-ce qui fait quelque chose pour toi? C'est une question valide, mais je sais que ce livre-là, spécifiquement les scènes, il y a quelque chose en plus qui fait que c'est extra douloureux. En tout cas, il a commencé à se passer des choses, là, des événements, beding bedang, enfin. Sauf que... Là, je suis désolée, je vais parler de certains des événements de la fin. Je vais essayer de parler en termes vagues, mais je peux pas faire ce vlog sans parler des choses précises. Donc voilà. Pouvez-vous bien me dire... C'est quoi l'intérêt d'un livre où il se passe rien et quand enfin il se passe quelque chose, les personnages sont dans le pétrin, la façon de régler tout ça, le gros problème, c'est de se faire donner une charade par l'ennemi. L'ennemi, elle, au lieu de les tuer, est comme « Hey! Réussis-moi donc cette charade, mais je te laisse aller, ça va bien aller. » Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui lis mal? Est-ce que je comprends mal? Parce que pour moi, ça se peut pas. Je ne comprends pas. Je suis tellement déçue. On m'avait averti que la fin du tome 1 était plus intéressante, qu'il y avait toujours comme une révélation dans les tomes de Sarah J. Maas qui faisait que les gens, même s'ils s'étaient ennuyés pendant 85% du livre, ben ils continuaient. Là, il me reste 100 pages. C'est sûr qu'il y a sûrement d'autres choses qui vont se produire. Mais si la fin, c'est juste qu'elle réussit cette charade ou les 3 tâches, je sais pas. Si c'est vraiment ça, je vais mourir dans l'incompréhension totale de pourquoi tout le monde aime Makoto. Hein? Je pense que j'ai trouvé le titre de mon vlog. Non, mais sérieusement. En tout cas, au moins on a eu une révélation sur pourquoi monsieur était gentil avec la protagoniste. Il me reste 100 pages. Je pense que la prochaine fois qu'on va se parler, à moins d'un événement majeur, je devrais avoir fini. Ok, j'ai tellement hâte de lire autre chose. Une charade! Ok, bonne nuit. Bonjour, je suis ici parce que j'ai terminé. Est-ce que je peux dire que c'est une lecture qui s'est bien passée? Non, mais ça aurait pu être pire parce que je dirais que ça s'est terminé sur une meilleure note que le reste du livre. Les 100 dernières pages avaient effectivement plus d'action. C'est sûr que même s'il y avait plus d'action, il y avait beaucoup de choses dans le scénario. La charade, je ne l'ai jamais avalée. Surtout pas en connaissant la réponse. Mais voilà, c'est pas le désastre que ça aurait pu être, même si je dois avouer en toute sincérité que si ce n'était pas de ce vlog et de mon ami qui me force à lire les 2 premiers tomes, Luna, j'aurais abandonné ce livre, c'est sûr. J'ai souvent dit dans ce vlog qu'il se passait absolument rien parce que c'était la réalité, il se passe absolument rien dans le livre. Mais je crois que ce qui me dérange le plus à propos de ça, c'est que non seulement il se passait rien, mais j'avais l'impression que ce que je lisais c'était une
fantaisie. Et là, oui, c'est une fantaisie, mais je parle pas du genre littéraire, je parle d'une sorte de fantasme, d'un rêve, de déménager dans un palais, dans un autre monde, de passer ses journées à peindre et à bien manger, et d'être accompagné par un beau guerrier qui fait fondre ton entrejambe. Je sais pas si je me trompe, peut-être que je me trompe entièrement, mais de la manière que j'ai lu ce livre-là, je l'ai vraiment pas vu comme une histoire, je l'ai vu comme un désir de l'autrice. C'est devenu plus comme une histoire vers la fin. Et j'ai confiance un petit peu que ça va continuer à se diriger vers l'histoire plutôt que le fantasme dans les autres tomes. Mais vraiment, ce livre, individuellement, pour moi, c'était juste un scénario dans lequel se mettre en tant que lectrice ou autrice. Et moi, jamais de la vie que je me mettrais dans ce scénario-là. Tamlin, si tu t'approches de moi, je décalisse. D'ailleurs, j'ai réalisé que, en fait, ce livre, c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Donc, Tamlin est supposée être la bête qui peut expliquer pourquoi il grogne et il sniffe tout, mais en même temps, la bête, elle est pas censée être laide. Genre, depuis le début, il est décrit comme étant beau. Je sais que le fait que ce soit une réécriture, ça explique certaines des révélations, mais moi, non, j'ai déjà lu des réécritures de contes sans savoir que c'en était et je l'avais spoté, et là, je l'ai pas spoté du tout. En tout cas, pour ce qui est du réel contenu du livre, c'est-à-dire son dénouement final, j'ai pas tout détesté. Il y a une certaine chose que l'ennemi force la protagoniste à faire et j'ai trouvé ça intéressant. Et je dirais que j'ai réussi à développer un petit attachement envers le personnage de Lucien. Et Rysand est arrivé, il a débarqué, je le sais parce que c'est comme le book boyfriend de tout le monde, je sais qu'il va être important par la suite. Je dirais pas que j'aime son personnage, mais je vois qu'il pourrait avoir une direction intéressante avec lui. Donc voilà, il y avait quand même un peu de positif. Mais encore une fois, la charade, ça me donne tellement des sentiments contradictoires pendant ma lecture parce que d'un côté, t'as un scénario final qui est digne des romans d'aventure que je me tapais quand j'étais une enfant. Genre oui, dans un roman pour enfants, oui, le vilain va être comme « Ok, au lieu de te décapiter, je vais te donner une charade à résoudre et 3 tâches impossibles. » Si c'était un roman pour les enfants, je serais pas aussi fâchée face à ce scénario. Mais là, la scène d'avant, il y a Tamlin qui a sa tête entre les jambes de la fille. Je sais pas à quel âge. Donc tu peux pas me mettre du contenu adulte avec un scénario qui est aussi... ça fonctionne juste pas dans ma tête. Non, je l'ai vraiment perçu comme une fin qui avait de l'action mais pas de la tension. Là, spoiler alert, je vais parler de détails. Ok, premièrement, la réponse de la charade, c'était l'amour. Ce livre me fait vraiment réaliser que les seuls moments où je veux croiser une charade dans une histoire, c'est quand il y a une enquête et quand la charade va être résolue avec un raisonnement et non pas juste l'homme devant moi, je l'aime et oh mon dieu, je suis en train de me souvenir d'une conversation qui s'est passée il y a 3 semaines où ils ont fait exprès de dire ces mots parce qu'ils allaient savoir la charade qu'elle allait me donner. Ok, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. J'ai pas fini de parler de la charade, là, j'ai une autre chose à dire. C'est qu'à un certain moment dans l'histoire, il y a un pion de l'ennemi qui vient demander le nom de la protagoniste. Et elle va donner le nom d'une fille qui vit dans un village voisin du sien et cette fille va se faire torturer et tuer. Et donc là, t'es en train de me dire que l'ennemi qui a juste kidnappé cette fille, tué toute sa famille, brûlé sa maison, torturé pendant des heures, ben là, quand elle a enfin la vraie humaine devant elle qu'elle cherchait, elle est comme « Ah tiens, une charade et 3 choses à accomplir et après ça, tu es libre. » Pour moi, c'est ridicule. Je sais que le personnage de la vilaine, c'est quelqu'un qui aime truquer, qui aime les jeux, qui aime manipuler. Et je sais aussi que le résultat de la charade, ben c'était pas nécessairement gagnant pour la protagoniste. Mais considérant ce qu'elle a fait à la fille qu'elle pense être la protagoniste, pour moi, ça n'a aucun sens que quand enfin tu découvres la vraie fille qui t'a même trompé en disant un mauvais nom, ben là, tu lui donnes une opportunité de sortir du pétrin. Donc, voilà. Je pense que j'ai suffisamment parlé de ce tome 1. La note que je lui donnerais, je dirais que pendant tout le long de ma lecture, c'était un 2 étoiles. Mais avec la fin, je sais pas si je peux lui donner un 2.25 étoiles parce que ce qui me ferait le monter à un 2.25, c'est que j'entrevois certaines directions intéressantes pour le futur de l'histoire, mais ce futur de l'histoire était pas dans le livre. Donc, je pense que je vais lui donner 2 étoiles. Alors, c'est ça! On continue, tome 2 dès ce soir! J'ai commencé le tome 2, j'ai lu 20 pages, et là, présentement, ils sont en train de se manger les entrejambes, et 20 pages. Je serais jamais suffisamment préparée à ces scènes, mais j'avais besoin de plus de préparation que 20 pages.
Bon matin, je vous avouerai que je ne suis pas tout à fait réveillée encore, mais j'ai commencé à éditer le vlog et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec une section où je parlais de ce qui était reproché à Sarah J. Maas en général. Et je trouve que c'est vraiment pertinent à inclure dans ce vlog, donc je vais en reparler. Ben, je vais en parler pour la première fois pour vous. Donc, moi, je suis au courant de deux choses en général. Premièrement, c'est que ces livres ont absolument pas de représentation. Genre, que c'est des sacs de pain blanc, là. Tous les personnages sont blancs. Je suis allée voir par curiosité en ligne parce que en lisant les livres, j'étais comme, ouais, moi non plus, j'arrive pas à déterminer s'il y a des personnages qui sont pas blancs parce que les seules mentions de peau d'une autre couleur, c'est sun-kissed skin, golden skin. Et ça, habituellement, c'est le signe. Quand tu commences à décrire en profondeur la shade de tes personnages blancs, c'est parce qu'habituellement, il y a pas d'autres personnages que ça. En tout cas, je suis allée voir et ça m'a tellement fait rire. Parce que le post sur lequel je suis tombée, ça disait, ok, tome 1, il y avait un personnage et c'était comme pourrait être noir. C'est pas clair. Bref, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de représentation, même au niveau des sexualités. J'ai entendu dire que dans le 3e livre, il commençait à y avoir des personnages qui n'étaient pas juste hétéros, mais là, présentement, quand il parle de la société, là, je pensais pas qu'on pouvait avoir plus hétéro que la société dans laquelle on vit présentement, mais ce livre-là est plus hétéro. Genre, dans le premier tome, il y avait une cérémonie où Tamlin devait s'accoupler avec quelqu'un, donc il y avait beaucoup de failles femelles. Et il y avait aussi des failles masculins, donc là, Fair était genre, pourquoi ils sont là? Moi, j'étais comme, oh, est-ce qu'ils pourraient s'accoupler avec... Mais non, en fait, c'était juste, ah, ben, les failles masculins, après ça, ils prennent les autres failles femelles qui restent. Ok. En tout cas, c'est le commentaire que j'entends le plus souvent à propos de Sarah J. Maas. Et ensuite, l'autrice avait fait un post Instagram pendant la période où Breonna Taylor s'était fait assassiner. Et en bref, elle disait comme « Ah, c'est vraiment horrible ce qui se passe présentement, genre la mort de Breonna Taylor. Mais j'espère que j'apporte de la lumière à votre journée parce qu'il y a mon nouveau livre qui sort. » C'est comme, je sais qu'on est tous un peu les nombrils de notre propre monde, ok? Mais là, c'était vraiment insensible de sa part. J'aime pas ça. Bref, c'est tout ce que j'ai personnellement entendu sur Sarah J. Maas. Donc, c'est sûr que j'avais déjà quelques préjugés personnels face à l'autrice avant de lire ça. Mais c'est pas à cause de ça que j'ai pas aimé le tome 1, parce que présentement, j'ai lu 200 pages du tome 2 et... Je l'apprécie. Bon, peut-être qu'apprécier, c'est un trop grand mot. Il y a encore des choses qui me dérangent dans ma lecture. Sauf que la direction de l'histoire est infiniment plus agréable et intéressante que celle du tome 1. Là, pour le 2e livre, même si je parle en termes vagues, ça reste des spoilers parce que c'est la suite du tome 1, donc voilà. Vous êtes avertis, j'ai pas réussi à me décider entre la suite et le reste, donc c'est la reste. La continuité de ce vlog sera absolument remplie de spoilers, vrai de vrai. Ok, maintenant que c'est dit, je suis à 34% du roman, donc j'ai lu un peu plus de 200 pages, je crois. Et j'ai le plaisir de vous confirmer qu'à part la scène du début dans les 20 premières pages, qui était vraiment longue et qui m'avait vraiment fait peur quant à la direction épicée du roman, ben il n'y a pas eu d'autres scènes. Donc là, le livre commence et Miss Fair est traumatisée de ce qu'elle a fait dans la fin du tome 1. Sauf que il faut qu'elle se marie avec le gros Tamlin. On lui apporte des robes, on lui apporte des choses, on la laisse pas sortir, elle est pas contente. Donc là, moi je me dis, ah, ce serait tellement génial que Monsieur Rysand y apparaisse puis il soit comme, viens avec moi, et qu'ensemble, ils sèment le chaos. Si c'est pas exactement ce qui s'est produit, une chance que Rysand existe, vraiment. Dans le tome 1, j'étais pas super fan du fait que à chaque fois qu'elle avait comme une tâche désagréable, il était juste là pour arriver et la sauver. Je trouvais ça un peu ennuyant. Là, monsieur est là pour le chaos. Je suis là pour le chaos. Donc la protagoniste réalise que elle n'est plus la personne qui peut être heureuse avec Tamlin dans un château enfermé à rien faire. Et moi, ben, je veux dire, j'ai jamais cru qu'elle avait été cette personne, moindrement. Je voyais plus de tension entre elle et Lucien que elle et Tamlin. Moi, Tamlin, je voulais qu'il débarque. Et là, il a débarqué, donc je suis heureuse. Madame a décidé de quitter le Spring Court et d'être avec Rysand. Et c'est ça, c'est vraiment plus intéressant. Par contre, il y a quelque chose dans l'écriture de Sarah J. Maas qui me dérange beaucoup et je l'avais remarqué dans le tome 1, mais là, dans l'arc avec Rysand présentement, c'est vraiment apparent. Et c'est que toute l'exposition qu'on a droit sur le monde se fait à travers des monologues de dialogue. Genre dans le tome 1, quand la protagoniste se fait expliquer qu'en fait Tamlin avait une malédiction et qu'elle devait être là pour l'aimer, pour le sauver, blablabla. J'avais trouvé ça un peu lourd, la manière que ça avait été présenté. C'était vraiment juste soudainement, la servante se mettait à parler, c'est un monologue et voilà le chapitre, maintenant on savait tout. Et je comprends pourquoi les gens aiment l'univers que Sarah J. Maas construit dans cette série. Je peux
percevoir qu'il y a des éléments intéressants, mais présentement on en apprend beaucoup plus, sauf que c'est vraiment juste des chapitres de dialogue, des gens expliquent des choses et elle pose parfois des questions. Et ça, c'est vraiment ce qui fait que ma lecture en ce moment, j'ai de la misère à juste dire qu'elle est agréable. Peut-être que ça va changer une fois qu'on va se diriger vers l'action au lieu de juste l'exposition, mais j'ai un peu une crainte face à ça parce que personnellement, je suis très difficile avec mes fantaisies. Il y a vraiment des types de vilains, de créatures, de magie qui ne m'intéressent pas et c'est pas vraiment de la faute de l'auteuriste, c'est moi. Et tout ce que je connais de Sarah J. Maas pour l'instant, c'était dans Throne of Glass, et Throne of Glass, dès que j'ai compris c'était quoi les créatures et tous les ennemis, j'étais complètement désintéressée. Donc voilà, c'est vraiment plus facile à lire. J'ai envie de continuer le livre la plupart du temps quand je m'arrête, mais après ça, je le réouvre et l'écriture de Sarah J. Maas, c'est comme... Pourquoi je viens de me frapper? En tout cas, c'est ça. Je continue ma lecture. Je vais voir. Est-ce que la plume, c'est encore la maladresse du début d'une saga? Mais là, je veux dire, je suis rendue à 200 pages dans le tome 2, donc j'espère que la maladresse, elle va bien s'écarter à m'emmener. Donc, on s'en parle. Bonsoir, nous sommes le mardi 24 janvier et je compte publier ce vlog le 27 janvier, donc il faut que je me grouille. Je suis à 70%, donc on devrait le faire. Mais je vous avoue que... Ok, quand j'avais planifié de faire ce vlog, je m'étais dit, bon, tout le monde dévore à Cotard. J'ai vu des gens lire les 4 livres dans une semaine, donc je devrais me planifier peut-être un 7-10 jours et ce sera fait, ce sera lu, j'aurai une vidéo. Et... C'est parce que ça fait 3 semaines là, que je suis sur ces 2 livres-là. On dirait que mon problème principal à chaque update n'est pas le même, parce que là, on a arrêté l'exposition vraiment lourde. L'histoire en tant que telle est très bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des personnages qui deviennent intéressants. Il y a absolument pas de scène osée. Et pourtant, j'ai encore de la difficulté. Là, je réalise vraiment que Sarah J. Maas, peu importe le contexte dans l'histoire, j'ai vraiment juste de la difficulté avec sa plume pure et simple. Il y a quelque chose dans le ton de la narration qui me tape vraiment sur les nerfs et qui fait que j'arrive pas à lire pendant de longues périodes de temps parce que j'ai besoin de respirer. Là, en ce moment, je suis pas organisée, donc j'ai pas les extraits que je veux vous montrer, mais je pense que dans le prochain clip, qui sera le dernier du vlog, je vais vous montrer quelques pages de choses qui, pour moi, ce sont des styles d'écriture qui ne me plaisent pas. C'est pas nécessairement des choses qui sont mauvaises ou incorrectes, c'est juste moi, personnellement. Et là, je voulais venir vous parler parce que j'ai eu un éclat pendant ma lecture, une vision, une réalisation de qu'est-ce que j'aurais souhaité que ces 2 tomes soient exactement au niveau narratif. Donc, voici ce que moi, si j'avais été éditrice de Sarah J. Maas, je lui aurais dit de faire. Et là, je vais parler de ma suggestion, mais on s'entend que je n'ai absolument aucune connaissance véritable en édition. Je suis quelqu'un qui a arrêté l'école pour m'éduquer moi-même à la maison et lire les livres que je voulais lire. Donc, ce que je veux dire là, c'est ce que moi, j'aurais aimé lire, mais c'est pas nécessairement la vérité absolue. Je n'ai pas le savoir absolu. Donc, voici le plan d'histoire que j'aurais fait. Le tome 1, tu l'écrases. Tu l'écrases en une moitié de tome. La première moitié du premier tome serait donc dédiée au développement de la romance avec Tamlin, et il y avait tellement de chapitres et de passages inutiles que je suis certaine qu'on peut juste mettre ça en 150 pages, merci. Et c'est une romance qui n'aboutit pas, ils finissent pas ensemble, donc au lieu de nous faire traverser un roman pendant tout le long on est comme « Hey, cette romance, je n'y crois pas ». Et là, je parle au « on », mais je veux dire, je généralise mes impressions comme étant celles de tout le monde. Je sais que c'est pas nécessairement ce que tout le monde a pensé, mais bon. Donc, on garde la backstory avec Tamlin. C'était désagréable pour un livre entier, mais ça peut être intéressant si tu le condenses et que t'enlèves toutes les... Ok, peut-être pas toutes. Tu peux garder quelques-unes de tes scènes spicy. Les gens semblent apprécier, donc je vais l'accepter. Et donc voilà, après ça, milieu du livre, bim bam boom, Under the Mountain. Il y a la vilaine, et là, sa charade, elle a l'air vraiment moins ridicule. C'est juste un petit truc dans le milieu du livre. Non.
Non, la charade, on fout ça poubelle. Et là, ensuite, la deuxième moitié du livre, c'est Tamlin qui se révèle à être un petit peu, je veux dire, absolument pas la personne pour Feyre, qui essaie de l'enfermer. Et là, Rysand in the place. Rysand y arrive, il apprend, et c'est la fin du tome 1. Le tome fini, Feyre vient d'abandonner le Spring Court, abandonner Tamlin, et elle part avec Rysand, et tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. À quel point le tome 1 aurait été tellement meilleur. Je vais pas dire que j'ai raison, mais moi je trouve que j'ai raison parce que c'est moi qui aimerais ça. Ensuite, tome 2. Tu peux garder tous les éléments d'histoire tels quels pour le tome 2. Tu coupes dans l'exposition qui est un peu lourde, mais autrement, niveau enchaînement des trucs, j'ai pas vraiment de critique à faire pour le tome 2. Alors c'est ça, c'est ma planification pour l'instant avec ce que je sais des livres. Si vous avez lu la saga, et je pense que oui, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce changement que je propose, même s'il est trop tard pour le proposer? Donc, je pense que c'était tout dont je voulais vous parler aujourd'hui au stade des 70% où je suis. La prochaine fois où je vous parle, je pense que j'aurai terminé. Bonjour, j'ai absolument terminé. Et ma caméra a absolument préféré mettre son focus sur les livres derrière moi au lieu de mon visage. Donc je serai floue pour le restant de ce clip, je suis vraiment désolée. Je me sens libre, je me sens légère, on dirait qu'il y a des ailes qui ont poussé dans mon dos. Non seulement je suis très heureuse de pouvoir enfin lire autre chose, mais je peux également terminer ce vlog sur une note assez positive. Parce que la fin du tome 2, elle slappait mes amis. T'es en train de me dire que depuis le début, t'étais capable de faire des fins comme ça, Sarah J. Maas, et t'as choisi une charade? Bon. La charade, je sais que je l'ai beaucoup insultée et je suis un petit peu insécure en regardant mes clips face à cet élément-là parce que j'ai l'impression que j'étais peut-être un peu trop de mauvaise foi. Mais en même temps, c'était mes sentiments sincères au moment où je l'ai lu, donc je vais garder le vlog tel quel. Mais sachez que je comprends que la fin du tome 1 comportait plus que juste une charade. Mais il y a vraiment beaucoup d'éléments différents, surtout dans le tome 1, qui m'ont dérangé. Et on dirait que la charade, c'est comme le bouc émissaire dans lequel je peux mettre absolument tout mon énervement. Ok, tome 2. Je vais essayer d'y aller catégorie par catégorie. Donc, premièrement, niveau romance. J'ai aimé le lien qui s'est développé entre Feyre. J'ai appris, c'est un peu tard pour apprendre que ça se prononce Feyre dans le dernier clip du vlog, mais bon. La relation de Feyre et Rysand, est-ce qu'on pourrait appeler ça du slow burn? Je pense que oui. Et donc pour moi, c'est de la victoire. J'ai aimé le fait qu'ils soient précieux l'un pour l'autre, mais que pendant tout le long du livre, il n'y a rien qui soit vraiment officialisé et que ce soit juste deux personnes qui tiennent l'une à l'autre et qui sont compliquées, mais qui restent ensemble et qui sont soudées. Et ce que ça a fait, c'est que quand enfin ils se sont mis ensemble et qui ont passé littéralement 3 chapitres à se licher à l'infini, ben, savez-vous quoi? J'étais pas trop dérangée. J'étais comme, vous avez travaillé pour ces scènes pendant tout le long du livre, 400, 500 pages. Vous vouliez faire ça et vous l'avez pas fait, donc vous avez un passe-droit de ma part. Allez-y. Après ça, la ligne où Rysand, il répète « Ah, je veux te dévorer sur la table comme un festin rien que pour moi », elle me fait mal à chaque fois, mais quand même, je trouve que la romance a été un point positif de ce tome 2. Toutefois, je n'ai pas apprécié le fait que quand la romance débouche un peu, ben ce soit juste un monologue de Rysand pendant des dizaines de pages. Genre, c'était vraiment juste des paragraphes de lui qui expliquait qu'est-ce qu'il ressentait depuis toujours. Et je comprends que quand tu planifies beaucoup de niveaux différents de révélations dans tes histoires, c'est compliqué après ça de venir tout expliquer sans que ça prenne plein de chapitres, mais il y a quand même moyen de mieux le faire. Et je le sais parce que j'ai lu beaucoup de livres qui avaient réussi à mieux le faire. Autrement, j'ai apprécié les personnages secondaires également. Comme mentionné, j'ai adoré la fin, je pense. Moi, un truc qui m'horripile le plus au monde dans les histoires, c'est quand il y a des malentendus, et je pense que c'est quelque chose de commun. Il y a personne qui aime les malentendus. Et là, quand Feyre, à la fin du livre, elle a commencé à faire son plan pour faire croire à Tamlin qu'en fait, elle était de son camp nouveau, et moi, j'étais certaine que Sarah J. Maas allait prendre le chemin vraiment typique et gossant de « Oh mon Dieu, Rysand, il va pas comprendre qu'elle fait semblant. » Mais non. Rysand, il a tout compris. Merci. Avant la fin, je n'avais absolument aucune intention de lire le tome 3. Et là, j'ai encore pas l'intention de lire, mais c'est possible qu'un jour, peut-être. Je trouve que c'est vraiment une bonne direction pour la fin du tome, mais en même temps, moi, ça me tente juste pas de retourner avec Tamlin, même si Feyre le fait pour
se venger. En tout cas, ça c'était mes points positifs. Maintenant, point négatif, j'ai vraiment du mal avec les scènes d'action, les scènes de guerre ou de bataille. Et étonnamment, c'est pas nécessairement à cause des créatures ou des vilains qui m'intéressent pas. C'était pas vraiment un problème dans ce livre-là en fait. C'est vraiment le style d'écriture des scènes de combat. Donc, j'ai préparé 1 ou 2 extraits, je vais vous montrer ça. Toutes les scènes d'action sont construites exactement de la même façon. T'as un paragraphe de mouvement ou d'émotion, de réaction qui sont décrites et ça finit toujours avec le tiret. Ensuite, t'as une phrase. C'est vraiment I moved blablabla and slammed into a tree. He laughed as a blablabla and so I did. C'est pas une méthode d'écriture que je trouve qui est à jeter entièrement. Les tirets peuvent être vraiment utiles pour ajouter une sensation de coupure. Mais le fait de l'utiliser paragraphe après paragraphe, je trouve ça tellement répétitif, c'est lourd, ça m'alourdit. Mon cerveau lit ça, il est fatigué. Et j'avais aussi pris une photo d'une autre page où il y avait vraiment beaucoup de tirets qui étaient utilisés, pas nécessairement dans la même façon que ce que je viens de décrire, mais c'est juste, il y a beaucoup de fois où je trouve qu'une virgule, un point ou quelque chose d'autre rendrait le texte vraiment plus agréable à lire. Donc je dirais que mon expérience du tome 2, ça a vraiment été un roller coaster. Il y avait des moments où j'étais comme « Ah, ok, les personnages sont bons, l'action devient bonne », mais après, soit le rythme était un peu perdu avec Sarah J. Maas, elle aime ces scènes inutiles. Genre, je serais absolument capable d'entendre moins souvent parler de peinture, s'il vous plaît. En tout cas, il y avait vraiment beaucoup de choses qui faisaient que mon appréciation pendant tout le long comme ça. Et je pense que la seule raison pour laquelle j'ai l'air très enthousiaste face à ce tome, c'est parce qu'il a terminé sur une montée très haute. Mais je suis contente. Avec le tome 1, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde adorait cette série. Avec le tome 2, je peux comprendre l'attachement, mais je persiste à ne pas comprendre comment les gens sont capables de dévorer ces livres. J'espère vraiment que vous avez apprécié suivre mon expérience de lecture. Plus de batterie! Et je tiens vraiment à dire que moi, avec cette vidéo, ce que j'espère faire, c'est surtout vous faire rire. Si vous aimez ces livres, je ne veux absolument pas vous faire sentir mal de les aimer. Je veux dire, j'ai donné 4.5 étoiles à The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, ok? Donc, écoute, je comprends qu'on puisse trouver du plaisir dans n'importe quoi, même s'il y a des problèmes avec ce n'importe quoi. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France, à l'exception d'une semaine par mois que je vais désormais me donner en congé parce que ma santé en a besoin. Bye bye!